Produire ou ne pas produire le quota qui nous est donné? Telle est la question. En fait, ça ressemble effectivement étrangement au monologue d'Hamlet de Shakespeare, être ou ne pas être, telle est la question. Oui, et c'est d'ailleurs sur ça que je me suis inspiré la question, parce que vous savez, cette question-là n'a pas une réponse toute faite. Chacun va y trouver sa réponse suite aux réflexions qui seront faites. En fait, tout comme c'est le cas quand il s'agit d'un choix stratégique. Ouais. Avant d'aller plus loin, j'aimerais peut-être revenir un peu en arrière sur ce que Jean-Philippe a dit. Nous sommes, bon, il l'a dit tout à l'heure, on a eu une augmentation de quotas dans les dernières années, 21 depuis 2015. C'est pas rien, je crois que c'est du jamais vu dans la production laitière canadienne. Et toute cette croissance-là qu'on a connue a apporté une vague de bonnes nouvelles dans nos régions, mais surtout et aussi une vague d'expansion de nos entreprises laitières. En fait, oui, on peut dire que les producteurs ont le vent dans les voiles, mais je me trompe-tu en disant qu'il y a également pour eux une part d'incertitude et d'ambivalence? Bien, c'est vrai ce que tu dis, parce que oui, il y a des bonnes nouvelles, mais d'un autre côté, les producteurs ont encore des doutes à savoir si à long terme, toutes ces bonnes nouvelles-là vont tenir. Il ne faut pas l'oublier, depuis 2014, on a connu une période de prix du lait très élevé à une baisse qui a été quand même assez drastique en 2015, qui s'est poursuivie un petit peu en 2016. Il faut le dire, nos marges financières sur nos fermes laitières sont un petit peu plus minces et on a jonglé avec tout ça. Tout ça dans un contexte politique en évolution. Jean-Philippe en a parlé tout à l'heure. Il ne faut pas nier également que le côté incertain et ambivalence est aussi lié aux enjeux humains. Et les enjeux humains, en fait, ça doit faire partie de la réflexion en lien avec les questions qui nous est posée. Mais quand on parle d'enjeux humains, c'est large, c'est complexe. On est souvent pas bien avec cette variable-là, d'autant plus que j'écoutais les conférences de ce matin, il y a beaucoup d'éléments à tenir compte en termes de tout ce qui est technique et financier. Fait qu'à cause de ça, on va souvent passer trop vite, trop rapidement au niveau des enjeux humains et ça crée ce que j'appelle des angles morts dans l'analyse globale de la situation. Ce qui fait que, malheureusement, ce sont les enjeux techniques, financiers qui vont prendre le dessus, qui vont prendre toute la place et parfois, malheureusement, aux dépens du bien-être des gens qui travaillent au sein de l'entreprise. Donc, on va essayer ensemble d'approfondir cette variable dans l'analyse globale de la question qui nous est posée aujourd'hui. Alors, tout d'abord, on va vous présenter un outil, planification stratégique, parce qu'on croit que cet outil-là peut être très intéressant à aider nos producteurs à prendre une meilleure décision ou du moins les aider à réfléchir à cette question-là quand même qui est pas simple, disons-le. Aujourd'hui, comme je disais, on n'est pas là pour vous amener une réponse toute faite. Là. On est là vraiment pour réfléchir ensemble à savoir quelles sont les différentes options auxquelles nos producteurs sont confrontés. Donc, on va vous en présenter quelques-unes. Et évidemment, qui dit un choix ou qui dit une prise de décision, bien, dit aussi des éléments à considérer là, face à ce choix-là. Et il n'y a rien de mieux que des témoignages de vrais agriculteurs pour venir dynamiser une présentation. Alors, j'en profite pour faire un premier remerciement à ces deux familles, dont une est présente ici dans la salle. Alors, sans plus tarder, on vous présente la première vidéo. Il s'agit des deux entreprises et leurs dirigeants. À la question « Produire ou vendre le quota », ils expliquent leur choix. Mon père Albert a acheté cette ferme ici en Embrun en 1979. Il y avait 450 000 litres de lait avec 300 acres de terre, une salle de traite double 8. Après ça, on nous a continué à acheter du quota et des terres. Et les opportunités étaient là pour continuer à grandir côté laitier. Fait qu'on a décidé, regarde, on va de l'avant, puis on bâtit une nouvelle étape, puis on s'en va, on continue à grandir. L'étable a été rendue désuète. Puis la robotique a rentré dans les discussions. Là. Pierre aimait la robotique, puis je n'étais pas contre l'idée, mais je n'étais pas le plus fervent des robots dans ces années-là.
le long de mes études secondaires, j'ai tout le temps participé aux travaux de la ferme et tout ça. Mais mon arrivée à temps plein est arrivée en 2011. Puis c'est de là que j'ai pris plus le côté laitier de l'entreprise. Puis on est venu à bâtir cette étable ici en arrière de nous en 2014 avec 2 robots de traite. Aujourd'hui, on produit 100... En 2014, nous avions 120 kg de lait. Puis on avait un projet qui devait se développer sur 5 ans, sur 10 ans, excusez, à coût de 5 à 10 kg par année. Mais là, avec les augmentations qu'on a eues, nous avons rentabilisé notre projet plus vite. L'augmentation de quota est un gros positif pour l'entreprise. Quand ça nous permet d'être plus efficaces, ça nous rentabilise notre bâtiment. Avec cette étable aujourd'hui, nous a donné, c'est un autre genre d'agriculture que dans la vieille étable. Beaucoup moins de travail, de l'équipement. On soigne les vaches avec une mélangeuse automotrice, des silophos. Nous sommes beaucoup plus efficaces avec cette table-là. Avec la même montant de main-d'œuvre, nous pouvons faire plus de kilos par UTP. Je m'occupe de la gestion des employés, le recrutement, les engagés. On a un employé qui vient de l'Ukraine parce qu'il parle, c'est un contrat de 2 ans, et parce qu'il parle anglais. Un minimum d'anglais, mais il parle quand même anglais. Puis on a un étudiant français pour l'été. Et ça fait 25 ans qu'on a des étudiants à chaque été. Je suis Christian Riendeau, je suis propriétaire de l'entreprise la ferme NL Riendeau et Fils depuis 2002. J'ai fini mes études en 1998. Il y a une relation entre le quota qui a été donné puis les investissements qu'on a faits, mais pas nécessairement tous les investissements qu'on a faits. C'est sûr qu'on vise toujours à augmenter l'efficacité de l'entreprise, mais ce que ça a fait, c'est que ça nous a permis d'aller un peu plus vite dans certains projets. Et mes tâches sur l'entreprise, c'est beaucoup plus côté santé du troupeau, santé, reproduction. Je suis beaucoup vache. Je peux aider un peu dans les champs, mais je suis vraiment plus à l'étable. Et je viens mettre mon grain de sel dans tout ce qui est un petit peu alimentation, tout pour que ma reproduction des vaches puis la santé aille bien. Le confort de nos vaches terries, ça nous tenait à cœur depuis un certain temps, mais on se questionnait toujours à savoir, acheter du quota, ça ne nous intéressait pas vraiment. On voulait limiter un peu aussi les investissements. Le fait qu'on s'est fait donner le quota, bien, ça nous permet là, d'embarquer dans le projet, puis ça nous aide aussi à payer le tout sans trop s'endetter. Ce qu'on avait comme objectif, c'était de le produire, ce quota-là, mais avec le même nombre de vaches qu'on possédait. Notre but, c'était pas de grossir l'entreprise, mais bien de produire plus de lait avec toujours le même nombre de vaches. On a creusé un nouveau puits qui soit indépendant seulement pour les vaches en lactation et non pour le lavage, que ce soit séparé des deux. On a investi dans une RTM pour vraiment augmenter l'efficacité alimentaire. Le confort des vaches, on l'a amélioré. On a changé des tapis, on a mis des matelas, on a mis des tapis rainurés dans l'allée pour éviter que les vaches se blessent. Présentement, on réussit à produire tout le quota qui nous a été donné. Là. On a vraiment agrandi de l'intérieur. Mais là, on a atteint pas mal le maximum de nos capacités pour l'instant. Tant qu'on est capable de traire le quota qui nous a été donné sans augmenter le nombre de vaches nécessairement ou construire une nouvelle étable pour traire plus de vaches, eh bien, on va le produire. Donc, on a 2 fermes ayant fait des choix différents en termes de vision et de taille d'entreprise. Alors, à la question qui nous préoccupe, ces familles d'agriculteurs, pour eux, la réponse était claire. Ils se sont organisés pour produire le quota. Oui, mais Isabelle, je suis d'accord avec toi. Une vision claire facilite les choix, mais on s'entend aussi pour dire que c'est pas toujours évident sur nos fermes. Hein. On a le côté, nos ambitions d'un côté, on a le côté des finances aussi qu'on doit regarder, on a de l'ambivalence aussi dans nos choix, on a de la présence ou pas de relève.
Tout ça mis ensemble fait que c'est pas aussi facile qu'on pourrait le prétendre. Non, c'est pas facile. D'où l'importance de prendre le temps de s'arrêter et de réfléchir. En fait, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on prend des raccourcis et on va trop vite, on passe trop vite. On ne prend pas le temps de s'arrêter. On va au plus urgent, il y a des choix qui se présentent, des opportunités d'affaires, on se dit, bien, c'est là, il faut les prendre, et bon, bien, si on ne va pas assez vite, le train passe. Malheureusement, des fois, c'est ça, quand ce n'est pas dans une vision clairement réfléchie, ça risque de nous amener ailleurs. Et quand on se questionne sur une vision, ce qu'il faut se poser, c'est où est-ce qu'on veut aller avec cette entreprise-là? Qu'est-ce qu'on veut vivre, nous, comme personnes, comme équipe aussi, au sein de cette entreprise-là, au quotidien. Et c'est ce qui est important à se poser comme question. C'est sûr que la vision, c'est souvent, on va la résumer en termes de taille d'entreprise, mais c'est pas que ça. Moi, j'aime beaucoup l'image de l'entonnoir pour présenter les éléments, les composantes d'une vision. Donc, on voit tout de suite qu'on doit s'inspirer des besoins des gens qui travaillent, leurs valeurs, leurs motivations, qui sont à la base de la vision. Il y a une bulle, le passé. Qu'est-ce que tu veux dire par là? En fait, ce qu'on veut dire par le passé, c'est que c'est important de faire le bilan, de tirer des expériences du passé, non pas pour être dans le blâme sur des mauvaises décisions, mais bien pour tirer des leçons, pour justement pas répéter des erreurs qu'on a faites par le passé. Donc, on comprend ici que si on ne prend pas le temps de s'arrêter pour justement savoir ce qu'on veut, bien, on risque de faire des choix qui vont être très différents de nos aspirations. Par exemple, une taille d'entreprise qui a pris de l'expansion, où est-ce que la gestion de la main-d'œuvre devient une tâche importante, mais qu'il n'y a aucun dirigeant qui a le goût de s'en occuper. Bien, ça apporte une problématique. Au même titre que des dirigeants qui développeraient un modèle d'entreprise qui ne colle pas à eux. Donc, ils se réveillent le lendemain puis ils ne se reconnaissent plus dans ce qu'ils auront développé. Effectivement. Une vision, quand on la définit, il ne faut pas penser que c'est figé dans le temps, on est pris avec ça. Au contraire, il faut qu'elle évolue. D'ailleurs, dans la capsule suivante, on va voir que Christian Riendeau et Martine Surcotte n'avaient pas la même vision que celle qu'ils avaient à 20 ans et on va comprendre pourquoi. Le défi, dans le fond, c'est de faire consensus aussi, là. On s'entend, les fermes, c'est pas juste un individu, c'est un groupe d'individus, parfois même plusieurs familles. Donc, Isabelle, comment on peut s'y prendre pour développer une vision commune sans que ça devienne conflictuel? Oui, c'est la grande question. Ce n'est pas facile. Il faut prendre le temps. Et ça m'amène à vous parler d'un outil qui est probablement très connu au sein de l'auditoire, qui est la planification stratégique. En fait, comme on peut lire sur la diapositive, on peut résumer la planification stratégique en 3 étapes. On s'inspire ici, en fait, du modèle qui circule beaucoup dans le milieu, là, basé sur l'adaptation qu'on fait quand on fait Raymond Levallois et Jean-Philippe Perrier. Alors, on voit qu'il y a 3 grandes étapes. La première étape étant celle qui permet de clarifier la vision de l'entreprise, un petit peu à partir des composants dont on a parlé tout à l'heure. Lorsque je parlais d'angle mort tout à l'heure, c'était bel et bien cette étape-là que malheureusement, on passe trop vite. Je ne sais pas trop comment aborder ça, fait que ça doit être ça, puis bon. C'est important de prendre le temps de bien identifier, clarifier, nommer ce qui nous anime. En fait, on devrait passer autant de temps à cette étape-là qu'on en passe à l'étape 2, qui est très souvent nommée sous la forme de diagnostic d'entreprise, quand on analyse les contraintes de la ferme, ses forces, ses faiblesses, son environnement interne, son environnement externe avec toute la réglementation, les aides financières. Très souvent, on va analyser les enjeux humains dans cette étape-là, puis on va passer vite. Alors, ça nous joue des tours. Quand on fait bien chacune de ces étapes-là, bien, on en arrive à un plan d'action, un plan de développement de la ferme qui correspond vraiment à ce qu'on souhaite comme entreprise. Et si on veut que
plan de développement corresponde à ce qu'on veut vivre, bien, il ne faut pas court-circuiter justement ou aller trop vite sur l'étape 1. Justement, au courant de l'été, il y a plusieurs producteurs qui ont fait des planifications stratégiques, justement en lien avec cette augmentation de quotas. Et je vous dirais, comme Christian rien d'autre, certains ont décidé de prendre la décision de réaménager certains des espaces de leur entreprise dans le but de produire le quota. D'autres, comme la ferme Trois-Trèfles, ont décidé de construire des nouvelles structures pour produire encore plus de lait, puis en même temps intégrer la relève. En fait, ce qu'il faut comprendre également, c'est que cet exercice-là, qui est la planification stratégique, quand on le fait, on ne débouche pas nécessairement sur un projet comme tel. D'autres en sont venus à la conclusion que la vente de quotas était la meilleure alternative pour eux, hein, le statu quo pendant un certain nombre d'années. Le temps, parfois, que la relève fasse vraiment un choix, le choix du métier. Ce qui est important dans cette réflexion, c'est de s'assurer que la décision respecte les besoins de chaque personne, de l'équipe au travail, et que ça soit en cohérence avec les valeurs et l'orientation également qu'on souhaite donner à l'entreprise. En fait, ça revient à notre angle mort, notre étape 1 du processus de planification stratégique. Quand j'aborde cette étape-là avec les gens, très souvent, il y a un élément catalyseur que j'aime beaucoup, qui est une grande question. Qu'est-ce qui me rend heureux sur l'entreprise? Alors, très souvent, ça amène les gens à parler de leurs valeurs, ça approfondit. Souvent, on a de la misère à approfondir, et c'est normal, hein? Puis très souvent parce qu'on ne prend pas le temps de le faire. Alors, quand on prend le temps et qu'on se pose cette question-là, très souvent, autour de la table, il y a un climat d'ouverture, un climat d'échange qui nous aide à nommer tous ces éléments-là et d'aller plus profondément au niveau de nos aspirations. Alors, on a posé la question à nos deux familles. Voici ce qu'elles ont répondu. Ce qui me rend vraiment heureuse sur l'entreprise, c'est vraiment qu'on travaille en équipe, tant les enfants que mon conjoint, que les employés. Le dimanche soir, on a l'habitude de faire le train en famille. Tout le monde participe. C'est pas seulement que le dimanche, mais on score la pizza après. Avec notre entreprise, où est-ce qu'elle est rendue là présentement, on a un idéal de gestion de temps. C'est sûr que les valeurs sur l'entreprise, là, ça commence par le respect. Je pense que le respect, c'est la base de tout. Ensuite, l'équité, il faut être honnête. Puis la joie de vivre, avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Ça, c'est bien important pour moi. Ce qui me rend vraiment heureux sur la ferme, là, c'est de travailler en compagnie des membres de ma famille, compris mon père, ma conjointe, les enfants, avoir du plaisir en travaillant. C'est un peu comme quand on a des enfants, on se voit grands-parents un jour. Moi, je me vois la personne qui va transférer, pas juste moi, ma conjointe aussi, qui va transférer l'entreprise à un membre de la famille, ça serait pour moi une réussite, là, une mission accomplie. Ma vision n'est pas la même que quand j'avais 20 ans. Quand j'avais 20 ans, je voyais plus de grossir l'entreprise. Puis à ce moment-là, c'était une bonne chose de la grossir aussi, l'entreprise. Maintenant, je sais plus ce que je veux. Du temps, j'en ai beaucoup moins. On a quand même 3 enfants. L'entreprise à s'occuper, ça fait beaucoup de choses à voir. Puis, on sait vraiment qu'on ne veut pas plus de travail qu'on en a là parce qu'on veut continuer à aimer notre travail. La première valeur de l'entreprise, pour moi, je pense que c'est la famille. Parce que plus jeune, j'ai tout le temps été alentour de la ferme. Puis je veux que même si la ferme continue à grossir, que je puisse élever une relève sur la ferme. Je veux pouvoir avoir mes enfants qui jouent dans l'étable, puis tout ça comme que moi je l'ai fait plus jeune. Je veux pas que c'est parce qu'on s'en vient gros que, regarde, il faut que les enfants restent à la maison puis que ça soit quelque chose de complètement séparé. Pour moi, j'aime le fait... Tu deviens intéressé dans l'agriculture en grandissant là-dedans. Quand tu te lèves le matin et tu es heureux dans qu'est-ce que tu fais, ça fait la valeur de l'entreprise. C'est surtout la rigueur que nous mettons dans qu'est-ce que nous faisons. Faites-le bien ou faites-le pas. C'est un dicton que nous avons à la ferme.
l'honnêteté, se dire les vraies affaires, même que des fois c'est difficile à entendre, mais il faut que tu dises les vraies affaires. Les valeurs de notre entreprise, pour moi, la plus grande valeur, c'est la valeur familiale. Moi, j'ai travaillé à l'extérieur. Moi, j'étais infirmière, j'allais à Ottawa tous les jours. Mais 30 cm de neige, moins 30 le matin, il faut prendre son auto puis s'en aller. C'est comme, non. Me lever le matin, pas être obligé de vraiment de se pomponner ni rien, puis tu traverses, tu vas faire ta traite, tu es chez vous, tu travailles chez vous, il n'y a personne qui te donne des ordres. Pour moi, ça vaut beaucoup. Une des grandes valeurs, c'est la communication. Sans communication, il n'y a rien qui se fait, puis non, c'est quelque chose de très, très important. Être capable de passer le flambeau à une autre génération, c'est la plus grande satisfaction. C'est la plus grande réussite de mon entreprise. Moi, ce qui me rend pleinement heureux sur la ferme, c'est de pouvoir avoir ce challenge-là qu'on a père-fils, puis de pouvoir continuer, puis d'essayer de passer cette passion-là à la prochaine génération. J'aimerais ça pouvoir intégrer ma femme dans l'entreprise plus tard, ainsi que mes enfants. Pour moi, ce serait un peu un rêve devenu réalité, si je peux le faire. Puis de passer, comme mon père l'a fait, la passion de l'agriculture à la prochaine génération. Alors, vous remarquerez que les deux entreprises, quoique très différentes, ont nommé sensiblement les mêmes valeurs. Effectivement, et les 4 valeurs qu'on voit à l'écran, elles ont été nommées, et ces 4 valeurs sont parmi les plus souvent citées par les familles agricoles. Ce que j'aimerais préciser, c'est que le sentiment d'accomplissement lié à la continuité de la ferme, comme l'ont si bien exprimé Christian et Jacques, influence plusieurs décisions d'affaires. C'est très, très présent, c'est très profond, ce sentiment-là. On veut tellement la continuité de la ferme et on comprend très bien. Par ailleurs, la mise en garde, c'est qu'il arrive dans certains cas qu'on base des décisions, des choix d'affaires, des choix stratégiques, de développement futur, en n'ayant pas validé auprès de la relève l'intérêt ou encore la vision souhaitée. Il y a des entreprises où est-ce que c'est la vision des parents, mais pas nécessairement la même du côté de la relève. Donc, l'importance de valider avant de faire le choix stratégique. Oui, c'est très important. Puis, j'espère que les producteurs comprendront l'importance de la planification, puis que la résultante n'est pas nécessairement de mettre un projet à l'œuvre, mais bien de déterminer quelles sont les visions et orientations de l'entreprise. Puis, la planification, c'est un guide en même temps. Donc, ça va servir tout au long de la vie de l'entreprise. Donc, une fois la planification stratégique est réalisée, on devrait être en mesure de mieux réfléchir à quelles sont nos options. Dans ce cas-ci, on a divisé nos choix en 4 grandes options. Et avant de les décrire plus en détail, j'aimerais juste dire que la pire erreur qu'un producteur pourrait faire dans le choix d'une solution, ce serait de vouloir imiter le voisin. En fait, ce qu'on voulait amener par là, c'est que c'est une pression qui existe et c'est très humain, il faut en être conscient. Et la pertinence d'amener cette réflexion-là, c'est que cette pression-là, elle a beaucoup de pouvoir sur nous dans les périodes où est-ce qu'on est plus fatigué, plus irritable ou surmené par le travail. Alors, il faut en être conscient parce que ça risque de ne pas être adéquat par rapport à notre réalité, notre contexte d'entreprise. Oui, puis dites-vous de toute façon que le contexte du voisin est probablement bien différent du vôtre. Alors, si on regarde nos options, je vous dirais que la première option pourrait être vue comme irresponsable en voulant produire le lait coûte que coûte. Okay? Moi, je vous dirais probablement que ces gens-là qui se retrouvent dans cette option-là, c'est des gens qui ont déjà une vision claire de ce qu'ils veulent faire, ils ont déjà des objectifs bien établis et probablement qu'ils ont déjà un plan d'expansion prêt à mettre en œuvre ou qui sont qui viennent tout juste de mettre en œuvre. C'est le cas, entre autres, Jacques le disait dans la capsule, le quota n'a pas été l'investigateur du projet. Donc, le quota nous a permis d'accélérer notre projet et de le concrétiser un petit peu plus vite. Donc, nuance très importante à faire.
Un point très important, spécialement pour cette catégorie-là, parce qu'il y a des gros enjeux, hein, on construit des nouvelles granges et tout ça. Moi, je vous dirais là, un message aux producteurs, assurez-vous d'avoir l'appui de vos associés, de vos partenaires et de votre famille, sans quoi, cette vision commune-là qu'on n'a pas, là, risque peut-être de mettre des bâtons dans les roues dans le développement du projet. Un autre point hyper important, puis Jean-Philippe en a parlé tout à l'heure en conclusion, dans nos constructions, 2 points super importants, productivité des vaches, productivité de la main-d'œuvre. OK? Donc, si on décide de prendre un projet d'expansion, si on n'a pas en tête de vouloir faire mieux avec nos vaches, on n'a pas en tête de vouloir faire mieux avec notre main-d'œuvre, bien, on risque de perdre des avantages très précieux de l'expansion. La deuxième option, donc faire plus avec ce qu'on a, je pense que les producteurs pensent à tort qu'ils ont atteint le maximum avec leurs vaches. Okay? Il y a probablement encore de la productivité à aller chercher. Et les résultats qui proviennent de la banque de données, donc l'évolution de 440 fermes de 2012 à 2016, vont être des résultats auxquels je vais pouvoir m'expliquer à ce sujet-là. Vous voyez ici, on a un premier graphique. Okay? Donc, c'est l'augmentation cumulative de la matière grasse produite. Donc, c'est les volumes de lait que les fermes ont produits au fur et à mesure entre 2012 et 2016, la ligne orange. Et puis, la ligne mauve, dans le fond, c'est l'augmentation cumulative du nombre de vaches que ça a pris pour produire ce lait-là. Okay? Donc, vous le voyez, hein, sur le tableau, il y a un avant le quota qui est donné et un après. Avant qu'on donne du quota, les gens en achetaient à la miette, mais on voit quand même que le volume de lait a augmenté lentement, mais sûrement. La bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à augmenter notre volume de lait de près de 3 % avec 1 % de moins de vaches au total. Donc, ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Et une fois qu'on s'est mis à donner du quota, bien, on voit évidemment que le volume de lait a augmenté. Donc, ça veut dire que les gens avaient quand même de la place pour le produire. En 5 ans, on a quand même augmenté de 15 % notre volume de lait pour ces 440 fermes-là. Et l'excellente nouvelle, c'est surtout que le 15 % de plus a été fait avec seulement que 6 % de vaches de plus par rapport à 2012. Donc, c'est là qu'on voit qu'il y a quand même une amélioration de productivité qui s'est faite. Dans le deuxième graphique, on parle plus de la productivité individuelle, donc de la vache, et de l'efficacité des travailleurs, le lait par UTP, la ligne que vous voyez qui est mauve. Encore là, on voit vraiment une différence, le avant et le après le quota. On voit que l'amélioration de productivité des vaches a toujours été faite, mais elle s'est accentuée à partir de 2014-2015. Donc, quand même, une augmentation de 5 % si on prend uniquement l'année 2014 à 2016. En fait, il y a eu comme un élément déclencheur et les gens se sont, à ce moment-là, mis à réfléchir sur comment ils pourraient produire plus de lait. Oui, puis ça a été bénéfique aussi, on le voit sur la quantité de lait par UTP. On a réussi, avec à peu près les mêmes employés, avoir plus de vaches par personne. Donc, comment faire plus ou comment aller chercher cette meilleure productivité-là? Je vous dirais que ce qui nous vient en tête, c'est la traite 3 fois par jour. Okay? Bon nombre de personnes vont nous dire, bien, pas compliqué, je ne veux pas grossir mon nombre de vaches, donc je vais traire 3 fois par jour. Moi, à cette réplique-là, je dirais que la traite 3 fois par jour, oui, est intéressante, mais n'oubliez pas, là, son lot de casse-tête, hein, tout ce qui est gestion de la ressource humaine en lien avec cette troisième traite-là donne des maux de tête souvent à nos producteurs. Une traite qui est en dehors des heures normales, ce n'est pas toujours évident. Moi, je suis d'avis de dire que la majorité de nos fermes ont encore un optimum à aller chercher, même avec la traite 2 fois par jour. Puis comment on fait pour savoir si on a atteint cet optimum-là avant de passer à la troisième traite? Bien, écoutez, un des points qui limite la production, c'est souvent, on le dit, hein, c'est le facteur qui limite. Donc, quel est ce facteur-là? Ce n'est pas évident à trouver, j'en conviens, mais c'est de le trouver, de le corriger, et ensuite, on passe à l'autre facteur. Okay? Donc, facile à dire en avant comme ça, là, mais
il faut s'aider de toute son équipe. Ce n'est pas seulement qu'aux dirigeants de trouver quels sont ces facteurs-là. Il faut mettre à contribution les employés. Et je vous dirais, une ressource qui est vraiment très précieuse, n'ayez pas peur de poser des questions à votre vétérinaire, à tous les consultants qui viennent chez vous, là. Demandez-leur quel est mon facteur limitant chez moi et comment je pourrais l'améliorer. Quand on est dirigeant d'une entreprise, souvent, on rentre dans notre étable, puis on est habitué à notre routine, puis on ne voit pas nécessairement tous ces détails-là, alors que des intervenants qui ont un œil peut-être externe, bien, eux vont voir des choses et vont vous amener des pistes d'amélioration là, qui pourraient être très intéressantes. Toute cette amélioration-là, bien évidemment, ça va amener une conséquence très intéressante sur la trésorerie de la ferme. On a un exemple ici, une ferme qui aurait, avec ses 80 vaches, réussirait à améliorer son lait à 9 700 litres de lait par vache. Bien, il réussirait à augmenter son quota de 21 %. En fait, ça représente les 21 % de quotas qui ont été donnés aux producteurs. Bien, effectivement, c'est tout un addon. Je n'avais pas remarqué. Oui, effectivement, ce 21 %-là, puis en le faisant avec le même nombre de vaches, bien, c'est très payant de le faire. OK? Là, je le dis, hein, c'est vraiment en améliorant nos facteurs limitants. Le graphique suivant, il le démontre bien, toujours avec nos mêmes fermes laitières, 419 fermes laitières conventionnelles. On voit qu'avec l'augmentation de la quantité de lait par vache, on réussit quand même à augmenter nos revenus par vache, qui est le bâton bleu, tout en maintenant quand même des charges directes, quand même, n'augmentent pas aussi rapidement que les revenus. Donc, ça nous libère une marge de manœuvre très intéressante. Dans ce cas-ci, on parle quand même de 1 000 $ par vache. Fait que l'impact de corriger le facteur limitant, bien, c'est de nous permettre d'aller chercher cette plus-value-là. OK? Et là, je m'explique. C'est certain que si on ne corrige pas le premier facteur limitant, mais plutôt le 5e ou le 6e, bien, on n'ira peut-être pas chercher tout l'avantage financier. Donc, d'où l'importance vraiment d'aller chercher, de trouver le bon. L'option numéro 3, faire plus sans tout reconstruire. Okay? Ce n'est pas tout le monde qui est prêt à vouloir se construire des nouvelles granges, là. Par contre, quand on a une problématique qui est liée à l'espace des vaches en lactation, bien, peut-être que le réaménagement de certains bâtiments pourrait être envisagé. Okay? Attention, les abris de fortune, il ne faudrait pas que ça devienne un facteur limitant de votre entreprise. Donc, toujours avoir en tête quand même un meilleur confort de ces animaux-là. Ça pourrait être aussi la construction d'étables pour les tares ou les vaches terries. Dernière option, l'élevage à forfait. Bien, je pense que ça peut être un avantage à court terme pour ceux qui veulent mettre à exécution un plan d'action dans les prochaines années, mais je vous dirais que ça peut devenir aussi un avantage à long terme très intéressant pour les producteurs. Donc, maximiser mes revenus chez moi avec mes vaches et m'assurer que mes animaux sont élevés à forfait. Donc, c'est quand même un élément là, à garder en tête. La dernière option qu'on vous présente, c'est en fait le statu quo, c'est-à-dire la vente de quotas. Pour certains, ça peut être un choix obligé, donc pour rencontrer les comptes payables. Pour d'autres, ça peut tout simplement être un choix en cohérence avec la vision. C'est pas seulement dans les plus petites fermes que ça passe également du côté des plus grandes fermes. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a des gens qui vont le faire en cohérence avec leur vision, mais avec un certain regret, avec une certaine culpabilité. Ils ne pensaient pas devoir faire ça durant la vie active de l'entreprise. Il y a peut-être lieu de questionner certains paradigmes. Tout à l'heure, Jean-Philippe a parlé de paradigme en termes de modèle. On peut aussi le comprendre en termes de croyances, de conditionnement. Et il y a des fois qu'on est pris dans ces conditionnements-là, ça nous empêche d'être créatifs au niveau des opportunités qui peuvent être mises en application. Donc, paradigme difficile à défaire. Par exemple, quand on vend du quota, c'est le début de la fin, ou quand on n'avance pas, on recule. Il y a là des manières de penser qui, des fois, nous bloquent. Et quand c'est normal d'avoir des croyances, il y en a qui nous ont servi, des conditionnements, mais il faut, je pense, les revisiter.
Parce que quand on est pris là-dedans, c'est comme si un paradigme, une vision du monde dans le sens de croyance, on est comme bloqué dans une seule solution. Et ça empêche, en fait, de s'ouvrir à d'autres opportunités d'affaires. Moi, je vous dirais, comme conseiller en gestion, qui a à travailler souvent avec des producteurs qui ont des paradigmes ou des croyances populaires ancrées en eux, ça devient plus difficile pour nous de leur proposer des solutions parce qu'ils ont tellement des œillères sur certaines croyances qu'ils s'empêchent de s'ouvrir. Et je reviens à l'exercice de planification stratégique qui nous amène à s'arrêter, à réfléchir, et c'est un bon exercice pour justement stimuler la créativité sur des façons de développer l'entreprise. Donc, ça conclut les options qui s'offrent aux producteurs. Maintenant, voyons un peu les éléments qui sont à considérer une fois la décision prise et même l'après-projet. Donc, c'est ce que la prochaine capsule nous fait étendre. Je crois que lorsque ça vient à faire un projet d'expansion, mettre la relève de côté pour engendrer que les valeurs que la relève veut amener à l'entreprise ne sont pas respectées, c'est quand même, ça va devenir l'entreprise de la relève plus tard. Dans le fond, si on n'intègre pas leurs valeurs dans les projets, on va finir par les désintéresser. Des pièges à éviter quand ça vient à n'importe quelle entreprise qui rentre dans un projet comme ça pour la relève, c'est de respecter les parents aussi, de faire sûr que c'est quand même leur entreprise au départ, c'est eux qui ont monté ça. On n'arrive pas de l'école en pensant qu'on peut tout faire puis que tout est à nous maintenant. Ils ont de l'expérience, ils ont du vécu. Quand on a étudié le projet pour la nouvelle grange avec les 2 robots, on avait peut-être sous-estimé le besoin de main-d'œuvre extérieure de la famille. C'est moins tenant, c'est plus flexible des robots, mais les heures restent quand même, ça reste des animaux. Il y a des vélages, il y a des veaux à faire boire, il y a des soins à donner. Ça reste quand même un travail qui est tenant. Et les heures, il faut en mettre des heures, mais elles ne sont pas aussi physiques ni aussi rigides. Au début, tout ne tourne pas rose au départ. Il y a une adaptation à faire, non seulement côté vache, côté de les faire passer au robot, s'habituer, tout ça, mais il y a aussi un côté humain. On se retrouve avec une nouvelle étape, une nouvelle dimension d'entreprise, il y a une nouvelle routine à apprendre. Au début, on avait des employés avec nous qui nous demandaient quoi faire, puis on ne le savait même pas nous-mêmes. Au début, c'était une routine à apprendre qu'il fallait savoir qu'est-ce qu'on fait le matin, qu'est-ce qu'on fait en se levant, après ça, on passe à quoi. Au début, on était un peu comme perdus, mais cette routine-là, après quelques temps, elle revient. Il ne faut pas avoir peur de ça, tout va se placer. Ce que je suggérerais à une personne qui hésiterait de prendre l'expansion, ça serait, première des choses, maximiser l'efficacité, la productivité de l'entreprise. Je pense qu'il faut commencer par ça. Que tu aies 20 vaches en lactation, 100 vaches en lactation, je pense qu'il n'y a personne qui est au-dessus de ses affaires encore. Ce qui va faire que mon entreprise va passer au travers des années, je pense que le niveau d'implication des gens dans l'entreprise est très important, mais aussi un niveau d'entêtement qui est sain, puis qu'on est à l'aise aussi avec. Dans notre cheminement qu'on a fait ou qu'on fait présentement, je veux dire, je pense que le surendettement, faut quand même faire attention. C'est facile de s'endetter pour peut-être pas les bonnes raisons. Je pense qu'il va falloir s'habituer à justement à composer avec des revenus qui peuvent être un peu plus aléatoires. Faire des budgets réalistes, je pense que ça va être très important parce qu'on s'en est aperçu avec la baisse des revenus qu'on a eus. De connaître nos coûts de production aussi, ce que c'est pas tout le monde qui regarde avant d'embarquer dans des projets. Faut pas travailler pour... Je dis toujours, faut pas vivre pour travailler, mais travailler pour vivre. Alors, nos producteurs ont quand même fait un bon résumé des pièges à éviter. J'en rajouterais peut-être quelques autres. Si on vend le quota, planification fiscale, planification laitière, hyper important pour éviter des mauvaises surprises. Si on décide de prendre l'expansion, tout ce qui touche l'augmentation de la taille du troupeau, c'est une chose de construire des nouvelles granges, mais il faut quand même gérer toutes les structures d'entreposage, les besoins en alimentation, chose qui est souvent oubliée par nos producteurs. Des projets trop gros, des fois,
vaut mieux y aller peut-être sur 2 phases et ça va nous permettre justement d'aller chercher cette économie d'échelle-là là, qu'on peut prendre avec l'expansion. Évidemment, l'endettement, Christian en a parlé tout à l'heure, des fois, il vaut mieux repousser un projet de quelques années plutôt que de mettre la ferme dans une situation financière qui deviendrait très précaire. Comme autre élément à considérer également, on parle de l'absence de vision partagée et de manque de planification. En fait, on en revient à notre angle mort de tout à l'heure. Donc, quand il n'y a pas consensus, ça peut créer des problématiques. Également, comme autre élément à considérer, bien, les conséquences, d'être capable de réfléchir aux conséquences sur l'organisation du travail de l'après-projet. C'est un élément qui est souvent manquant, qui n'est pas suffisamment approfondi quand on met en chantier un projet. D'ailleurs, Noël Pasquier et son fils Pierre en ont fait mention dans la vidéo. Et pour nous aider à réfléchir à ça, il existe un document qui a été fait par Valacta, très bien fait, planifier l'expansion d'une entreprise laitière, dans lequel il y a des fiches de travail. Et il y en a une qui porte spécifiquement sur cette question-là et qui est très aidante pour justement se questionner sur ce que sera l'environnement de travail de l'après-projet. Comme dernier élément à considérer, bien évidemment, la communication insuffisante peut créer effectivement des problèmes. Et l'autre jour, Luc, il y a un client, en fait, qui m'a dit bien candidement, il trouvait que mes exercices de communication étaient un peu trop compliqués. Alors, il m'a tout simplement dit, ici, chez nous, c'est pas compliqué. En fait, moins on se comprend, plus on parle fort. Puis, c'est comme ça qu'on défend notre point de vue. Et ça fonctionne, c'est simple. Ben, écoute, c'est une manière franche de dire les choses. Je laisse la salle quand même de juger par eux-mêmes du bien fondé de cette méthode. Effectivement, et ça nous amène à la dernière capsule. Voyons ce que nos familles utilisent comme méthode pour arriver à bien communiquer. On discute de nos visions, surtout le matin. Et en déjeunant aussi, c'est très important, l'équipe déjeune toujours ensemble, que ce soit les employés et les membres de l'équipe, nous déjeunons toujours ensemble. Si je suis toujours d'accord avec mon père, non. Une chance des fois qu'il y a ma mère qui se met un peu entre nous deux pour faire une zone tampon pour nous accommoder les deux ensemble, mais on est deux têtes fortes, c'est sûr et certain. Mais je pense qu'au final, on vient à bout de faire avancer l'entreprise, puis on vient à bout de chacun respecter nos idées. Mon rôle, quand il y a un désaccord entre les deux, ça peut être entre les deux, mais ça peut être aussi entre moi et les deux. On essaie souvent de dormir sur nos désaccords ou tu prends une grande respiration puis tu dis, OK, est-ce qu'on peut recommencer ou rephraser les choses? Puis parfois, prendre un peu plus de recul. Et parfois, je fais ce que je dis en bon anglais, time out. Puis on recommence, on respire et voilà. Mais on en discute. C'est encore la même chose. La force, c'est la communication. Parfois, la décision, elle est bonne quand on la prend. Puis 2 ans après, ce n'est peut-être plus la bonne décision. Mais il faut se dire, au moment où on l'a pris, c'était la bonne décision. Dans le contexte qu'on était, avec les données qu'on avait, c'était la bonne décision. On discute de nos visions, surtout le matin. Et en déjeunant aussi, c'est très important, l'équipe déjeune toujours ensemble, que ce soit les employés et les membres de l'équipe, nous déjeunons toujours ensemble. Si je suis toujours d'accord avec mon père, non. Une chance des fois qu'il y a ma mère qui se met un peu entre nous deux pour faire une zone tampon pour nous accommoder les deux ensemble, mais on est deux têtes fortes, c'est sûr et certain. Mais je pense qu'au final, on vient à bout de faire avancer l'entreprise, puis on vient à bout de chacun respecter nos idées. Mon rôle, quand il y a un désaccord entre les deux, ça peut être entre les deux, mais ça peut être aussi entre moi et les deux. On essaie souvent de dormir sur nos désaccords ou tu prends une grande respiration puis tu dis, OK, est-ce qu'on peut recommencer ou rephraser les choses? Puis parfois, prendre un peu plus de recul. Et parfois, je fais ce que je dis en bon anglais, time out. Puis on recommence, on respire et voilà. Mais on en discute. C'est encore la même chose. La force, c'est la communication. Puis parfois, la décision, elle est bonne quand on la prend. Puis 2 ans après, ce n'est peut-être plus la bonne décision. Mais il faut se dire, au moment où on l'a pris, c'était la bonne décision.
dans le contexte qu'on était, avec les données qu'on avait, c'était la bonne décision. Je ne dirais pas qu'il y a des moments particuliers qu'on fait la discussion sur les projets qu'on va faire ou peu importe sur la ferme, n'importe quelle chose à améliorer. Mais on en discute souvent. Puis à un moment donné, on arrive à un consensus. On partage pas mal la même vision. Mais des fois, il faut mettre de l'eau dans son vin. Notre prochain objectif sur l'entreprise, c'est vraiment l'agrandissement pour ce qui est des taris. Les vaches taries, on veut leur donner plus de confort parce que pour l'instant, ils sont attachés. Puis là, on voudrait vraiment aller en litière accumulée pour ce qui est vraiment optimiser le confort, là. Puis aussi, on manque d'espace pour ce qui est des génisses de remplacement. Donc aussi, il va y avoir un petit côté pour ça. Puis aussi, je veux aller aussi côté veau, une pouponnière avec une l'eau. On a plein d'idées, mais c'est sûr qu'il faut se limiter parce que si on fait tous ces projets-là en même temps, c'est là que l'endettement suit. Mais moi, des fois, mon chum, il est un petit peu plus gestionnaire que moi. Moi, je suis bien rêveuse. Alors toi, qu'est-ce que tu retenais de la capsule, Luc? Bien, effectivement, oui, tu as raison de dire qu'il faut mettre de l'eau dans son vin. Noël aussi nous disait, bien, il faut respirer par le nez. Hein? La communication, c'est pas toujours facile, là. Donc, respirer par le nez, prendre du recul, il faut dormir sur son idée plutôt que de s'obstiner. Il y a là quelques éléments très intéressants. Effectivement. Et en fait, quand on parle de communication, moi, j'en reviens souvent à dire qu'il faut pratiquer. Et les réunions d'équipe sont justement des bons outils pour nous aider à pratiquer. Là-dessus, Jacques en fait mention. Donc, et communiquer, eh bien, évidemment, c'est pas évident. On fait ça comment? Eh bien, Luc, toi, qu'est-ce que tu comprends de l'image? Bien, je vois qu'ils ont de l'air à bien s'entendre. Bien, effectivement. Nos deux familles, c'était la même chose. J'ai tenté d'illustrer, en fait, ce que j'appelle les 3 bonnes postures pour s'entraîner à communiquer. Donc, une première posture, être à l'écoute de l'autre, s'assurer d'avoir bien compris son idée avant de s'exprimer. Ça a l'air tellement simple à dire, mais c'est plus compliqué à faire. Deuxième bonne posture, et je pense que c'est la plus difficile, mettre son ego de côté, c'est-à-dire accepter de ne pas toujours avoir raison, accepter qu'on n'a pas la meilleure idée, accepter qu'on pète sa coche. Juste le fait de reconnaître, ça aide à avoir une bonne posture et ça permet de rendre la communication plus fluide et ainsi, en offrant plus d'espace à l'autre, bien, on lui fait plus confiance. Donc, les 3 bonnes postures au niveau communication. Ça fait un climat d'échange beaucoup plus vrai, beaucoup plus efficace. En quoi, Isabelle, si on revient à notre point de départ, en quoi une communication insuffisante peut être un piège? Bien oui, dans un projet. C'est-à-dire que si la communication est insuffisante avant le projet, elle va l'être après. Et souvent, l'élément important que je voulais dire, c'est qu'un projet n'est pas une soupape à une relation conflictuelle. Ça ne réglera pas nécessairement, ça va même l'empirer. Oui, c'est un message hyper important. Donc, pour conclure, on vous a amené plein d'éléments de réflexion. Il faut se rappeler qu'avant tout, le système de quotas, le système de gestion de l'offre, c'est un outil de gestion à la production laitière. Donc, considérer l'option de vendre ou de le produire, c'est une décision d'affaires. Effectivement, une décision et il faut en fait ramener à la vision, comme on disait tout à l'heure, et également se poser la question sur la profession qu'on souhaite vivre au niveau de l'entreprise, questionner sur ce qu'on aime de la profession et pas trop s'en éloigner. Tout à l'heure, Luc a parlé d'exemples dans lesquels on s'éloignait peut-être. Et il faut se poser également cette question-là. Et Christian l'a bien dit dans la dernière capsule, travailler pour vivre et non vivre pour travailler. Et comme l'a souligné Jacques, se lever le matin et aimer son entreprise. Donc, moi, le message que je donnerais aux producteurs, là, si vous posez encore des questions, si vous êtes ambivalent par rapport à je le produis, je le vends, ça n'a pas d'allure de le vendre, bien, je vous dirais que le
premier geste que vous pourriez poser serait probablement justement d'en tenter une planification stratégique. Et je suis convaincu que vous pourriez rester surpris de la facilité à trouver peut-être des solutions qui vont répondre vraiment à vos aspirations. Alors, en terminant, il nous reste à remercier, en fait, les 2 familles qui ont accepté de se prêter au jeu de la caméra. Jacques Noël et Pierre Pasquier de Ferme Trois-Trèfles qui sont avec nous. Christian Riendeau et Martine Turcotte de Ferme Enel Riendeau. Écoutez, le tournage a été fait le 26 septembre, probablement la journée la plus chaude de l'automne. Donc, alors, merci encore à vous. Okay. Et merci aux autres collaborateurs aussi. Là. On les nommera pas, là, mais merci beaucoup. Au revoir. Merci.